Média en scène, 8e édition, ça continue et ça va durer encore comme ça jusqu'à 17 h avec, vous le savez, mais je vous le rappelle si jamais vous aviez oublié, ici c'est jusqu'à 16 h 30, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont se passer au siège du groupe Les Échos Le Parisien, pas loin d'ici, à 15-20 minutes à pied, boulevard de Grenelle, en traversant la Seine. Énormément de tables rondes autour de l'IA, des enjeux des médias aujourd'hui. On va maintenant parler de quelque chose, je vous glissais à l'instant le hashtag média en scène, quelque chose qui cristallise beaucoup les débats sur les réseaux sociaux. C'est le supposé parti pris, je dis supposé parce que rien n'est avéré, sauf preuve du contraire, des journalistes du service public. Les journalistes du service public sont-ils partisans? Voilà une question qui agite depuis plusieurs semaines le landerneau. Le débat occupe les conversations privées peut-être, et puis aussi politiques. On ne va pas débattre du bien fondé de ces accusations, ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais on va tenter d'expliquer comment se positionnent aujourd'hui les médias publics à travers l'Europe, à travers différents pays, et vous allez le voir, nos intervenants viennent de services publics extérieurs. Comment on fait face à de telles critiques et comment on y répond? Exemple donc belge, canadien, français et suédois. La table ronde est animée par Jamie Smith-Maillet. Je vous demande de les accueillir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui viennent d'arriver ici dans ce superbe espace qui est la maison de la radio et de la musique, lieu un petit peu quelque part emblématique du service public, en tout cas qui en est question de ce panel international qui va suivre juste après, de la France au Canada en passant par la Suède et aussi la Belgique. Le service public fait face aujourd'hui à des critiques différentes, mais des fois aussi étonnamment à des questions similaires. Je vous présente Sybille Veil, qui est présidente directrice générale de Radio France. Juste à côté, Natacha Mercure, qui est directrice générale radio et audio de Radio Canada. Sila Benker, who is the Director General of Swedish Radio, with whom I'll be speaking in English throughout today's panel. So a little bit of English comprehension testing from time to time. Et on a Jean-Paul Philippot, qui est administrateur général de la RTBF en Belgique. Bienvenue à vous. Je suis Jamie Smith-Maillet, journaliste britannique et aussi enseignant titulaire à l'École publique de journalisme de Tours. La question, donc, dans un paysage médiatique et politique polarisé, quelle responsabilité aujourd'hui du service public? Juste pour revenir rapidement sur un rapport en juillet 2025 de RSF qui a parlé notamment d'une crise aujourd'hui dans ce rapport face au service public, notamment ce qui concerne l'aspect économique, question des recettes, l'aspect technologique, question des plateformes, géopolitique aussi, et aussi notamment la question de la confiance. Avant de se lancer dans ces questions, par contre, je pense qu'il est important un petit peu de revenir en arrière, à peu près il y a 100 ans, il y a un siècle. C'est la fondation de beaucoup de services d'audiovisuel public, que ce soit en France, ou au Royaume-Uni ou en Italie. Sybille Veil, est-ce que, notamment, ces valeurs du XXe siècle dans l'audiovisuel public, est-ce que ces valeurs d'il y a 100 ans, est-ce que ça a encore de la place aujourd'hui dans le service audiovisuel d'aujourd'hui? C'est une très bonne question. Le premier service public, ça a été la BBC. Ça a été un modèle pour beaucoup qui est apparu au début du XXe siècle et qui a été un modèle pour les services publics créés, pas à n'importe quel moment, mais après la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi à ce moment-là? Par exemple, en France, la première création, c'est 1945. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prise de conscience que les discours violents, haineux, extrêmes avaient à ce moment-là abouti quelque part au suicide de l'Europe, à cette grande guerre. Et donc, il y a eu une volonté que ça ne recommence pas, il y a eu un souci de modération dans les médias de masse, ce qu'était la radio, que sont devenues après les télévisions, qui ont commencé à se développer. Donc un souci de modération
de contribution des médias à la cohésion nationale et d'indépendance par rapport à une instrumentalisation politique. C'est sur ces valeurs-là qu'ont été créés des services publics, avec comme mission de fournir une information honnête, fiable, pluraliste, indépendante du pouvoir politique. L'histoire montre que l'indépendance a mis du temps à se conquérir pour de vrai, de contribuer aussi à la cohésion nationale, avec des moments, des récits qui soient fédérateurs, qui permettent de créer du commun, de diffusion de la connaissance, aussi pour émanciper les citoyens, participer à ce que les citoyens soient informés, instruits, pour contribuer pleinement à la démocratie. C'est ça les valeurs qui ont fondé nos services publics, qui sont au cœur du contrat de nos médias et qui montrent la différence qui reste fondamentale. Et toute la question, c'est quelle est l'actualité aujourd'hui? C'est ce que vous posez comme question. L'actualité, c'est plus de 70 ans après la création de ces médias. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans des sociétés dans lesquelles la révolution digitale a produit des changements qui sont majeurs, qui ont contribué à une forme de polarisation de la société. On sait à quel point les algorithmes ont conduit à faire émerger des discours beaucoup plus extrêmes, que l'économie de l'attention favorise plutôt les propos les plus clivants, qui suscitent l'émotion, le clash, et donc qui contribuent à la diffusion aussi de désinformation. Donc on est dans un moment aujourd'hui, à nouveau, peut-être comme en 1945, un moment historique inédit, où à la fois on a des sociétés qui sont échauffées par ce monde numérique qu'on n'a pas encore fini totalement de digérer, de réguler, de mettre à hauteur de ce que nos démocraties ont besoin pour pouvoir fonctionner correctement. Et par ailleurs, on sait tous aussi que en Europe, pour l'instant, il n'y a pas encore de guerre physique dans l'Union européenne. Il y a une guerre en Ukraine, donc qui se rapproche de nous, mais il y a surtout une guerre de l'information. Le paysage de l'information est bouleversé, donc on est dans un moment où sans doute qu'il n'y a jamais eu autant besoin de services publics. Pour un dernier enjeu aussi que je souligne, c'est la souveraineté informationnelle et la souveraineté culturelle. C'est-à-dire que nos institutions, nos médias sont là pour détecter les ingérences étrangères dans l'information. On a des équipes qui sont totalement mobilisées par ça, mais aussi pour continuer de donner toute la place à une culture nationale, parce qu'on ne peut pas se résoudre à ce que les générations qui naissent dans nos pays, sur le sol européen, et on va parler du Canada aussi, ne peut pas se résoudre à ce que ces générations-là ne puissent pas avoir le contact avec des artistes français, que ce soit des chanteurs, des auteurs et toutes sortes d'artistes. Et c'est ça aussi ce que nos maisons continuent de soutenir et d'appuyer. Merci. Des valeurs notamment d'il y a 100 ans qu'on revient aujourd'hui, on en parle aujourd'hui, et de cette importance, vous citez là, à plusieurs niveaux. Jean-Paul Philippot, en Belgique, pour parler d'aujourd'hui, notamment, est-ce que vous voyez qu'il y a des défis similaires qu'en France, ou quels sont les défis majeurs dans un pays aussi avec des clivages parfois linguistiques et communautaires, notamment en Belgique pour la RTBF? Je paraphraser d'abord Sybille. Le média public, c'est un enfant de la démocratie. Sans remonter 100 ans en arrière, une des premières choses qu'on fait après avoir détruit le mur au milieu de Berlin, c'est transformer des médias d'État dans tous les ex-pays du bloc soviétique en médias publics. Mais on a une deuxième caractéristique, on vit en Europe. Et l'Europe est, dans le monde, le seul groupe politique, économique, social qui fait de la diversité culturelle une caractéristique clé. On est des enfants de la démocratie et des promoteurs de cette diversité culturelle. C'était le cas il y a 100 ans, c'était le cas au moment de la chute du mur, c'est le cas aujourd'hui. Et donc les défis que nous avons à relever en tant que médias publics ne sont que la nécessité de se transformer pour continuer à faire vivre ces valeurs qui nous ont créés et que nous devons faire vivre tous les jours. Alors il y a des attaques, mais si je résume aujourd'hui de manière très synthétique nos grands défis, avec tout d'abord une prise de conscience, on nous dit attaquer dans les cordes, en perte de confiance. On l'a vu ce matin avec la présentation d'un tout récent sondage, le niveau de confiance il reste élevé dans les médias publics. Nous continuons à toucher
tous les publics en Belgique, on touche 93% des Belges francophones toutes les semaines. Je comparais en venant Radio France et YouTube ici en France. Eh bien, Radio France a un impact bien plus important tous les jours que YouTube en chiffres. C'est ça qu'on perd de vue à un moment donné. Alors nos défis, ils sont techno-éditoriaux. Technologiques, Sybille parlait de souveraineté, elle passe aujourd'hui par la souveraineté numérique. La souveraineté numérique, c'est ne pas dépendre de tiers pour être en connexion avec le public dans l'univers numérique. Ça a toujours été le cas dans l'univers de la radio et de la télévision. On a perdu cette maîtrise, nous devons la trouver ou la retrouver. C'est pas simple. Ça nécessite de l'énergie, ça nécessite de la créativité, ça nécessite des moyens, ça nécessite également de la collaboration, ce qui n'est pas tout à fait dans notre ADN. Le deuxième défi, il reste éditorial. Dans l'info, Sybille le soulignait, dans cette capacité à produire localement. Nous sommes les seuls à produire massivement et de manière statutaire localement, mais également nouveau défi. Alors, je l'emprunte à une de nos consoeurs, Madame Simonard, une québécoise, qui dit « on doit être désirable pour les jeunes générations ». C'est un nouveau challenge. Et puis le troisième défi, je pense aujourd'hui, est un défi de pédagogie. Face au numérique, face à l'intelligence artificielle, le rapport du vrai à l'artificiel s'estompe. Nous sommes, parce que nous sommes détenteurs de confiance, probablement aujourd'hui dans une mission amplifiée de pédagogie. Et enfin, et ça, je regrette aujourd'hui de l'avoir sur mon agenda, la résilience par rapport aux risques géopolitiques. A number of factors there as I switch into English that you've mentioned about the challenges and parallels we can see. We've been talking about the values from 100 years ago to today and how they are still of impact, Sila Benke, for a number of public service broadcasters across Europe. Can you tell us briefly about the Swedish public service model and also what challenges it's been facing most recently? Well, thank you for inviting me, and sorry for not speaking French. I feel very embarrassed. It makes about it that. international. Yeah, it does. It does. At least I don't speak Swedish to you, so that I will maybe not try and helps. speak Swedish. Yeah, that's fine. Well, anyway, I think one of the key things, I mean, my company is actually celebrated 100 years last year, so we've been around for a very long time, and I've been in this business for 40 of these 100. Which put it into a perspective. I think one of the most crucial things we should remember is that this is not the United States, this is Europe. If you go and ask Republican voters if they have trust in media overall, and then we talk about public service and commercial media, 12% say yes. In Sweden, above 70% say yes, and only 6% say that they have no confidence in Swedish radio, which is a very, very low figure. So that is something that we should remember, and don't believe people that tell you that we are losing in trust, because we're not losing in trust. It's been extremely stable for a very, very long time. But there are strong forces out there that want to create a picture of traditional media losing in trust, because that makes the whole country more vulnerable. So that is sort of one of the key figures and I want to put forward anyway. And also, we have a very, very good reach. We reach about 80% of the population every week, and also people in their 20s, which people don't think we do. First of all, because we were one of the first countries in the world, together with the United States, that launched podcasts. We did that in 2005. But we also have a very, very strong linear presence when it comes to people in their 20s. I see a young person there who looks very skeptical, but that's true. We reach almost 70% of those that we call young adults every week, those who are a little bit above 20, which is good, since we're only audio, we're not television, we're not video, we're not very much about text, we're only about audio. And as you know, the market is very global and it's very digital. So we're doing fine. That doesn't mean that we don't have any problems. Of course, there are people that are skeptical to even paying for public service, also in Sweden, and these are growing. And we have a strong political environment that makes it harder for public service also in Sweden. But one thing that we all have to remember is that the only thing that's going to work when you don't have electricity, and if you have listened to the news today, in Kiev, it's 21 degrees below zero, and they have 15 hours per day without no electricity. The only way you can reach your audiences is through linear radio.
terrestrial linear radio because we can broadcast it and there are receivers that don't need to be charged. And that gives us a unique preparedness position in the country. And this is something that has been also highly valuable in our arguments about why public service is needed in Sweden. We have had the biggest snowstorms over Christmas and New Year's for 10 years, and still today there are some households, also in Sweden, which is a very digitalized and very modern country, that don't have electricity. So, I mean, 96% of the Swedish population say that they would go to Swedish radio as their first source of information in a time of crisis. And of course, these are strong figures. And that's something I might pick up on later because you've just actually finalized a charter in Sweden. Et ce qu'on entend là, notamment aussi, c'est la question de confiance. Vous avez parlé de la confiance du service public en Suède qui est certainement très élevée. En fait, selon Reuters Digital News Report de 2025, la confiance la plus élevée, c'est en Finlande, avec 85% de confiance des services publics audiovisuels. Au Canada, Natasha Mercure, au nom de Radio-Canada. Vous pouvez nous parler un petit peu rapidement des particularités peut-être au Québec ou au Canada francophone et dans un deuxième temps aussi de comment est-ce que vous arrivez à défendre votre indépendance tout en investissant là où se trouve le public. Bien, tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. J'ai envie de reprendre des choses qui ont été dites par Cyril, Sila et Jean-Paul. La première des choses, puis vous le savez sans doute, mais nous, au Canada, on était complètement bloqués, les médias d'information, depuis 2 ans par Meta. Ce qui fait en sorte que tout ce qu'on avait bâti comme relation avec l'auditoire pour communiquer, pour échanger avec eux, du jour au lendemain, en fait, ces canaux-là nous ont été bloqués. Ça nous a permis de faire une prise de conscience quand même assez importante sur la dépendance qu'on avait dans un certain niveau avec ces grandes plateformes-là. Donc, Jean-Paul parlait tout à l'heure de l'indépendance qu'on doit se garder, justement, tant au niveau éditorial, mais que sur la distribution, la diffusion aussi de nos contenus. Et cette prise de conscience-là, on s'est rendu compte qu'on était capable, en fait, d'aller chercher les gens directement, qu'on n'était pas obligé de dépendre des autres grandes plateformes. Et ça fait en sorte qu'année sur année, on continue de croître au niveau de nos auditoires numériques, alors que même à l'interne de Radio-Canada, les gens étaient très inquiets de se dire « mais comment on va faire si nos contenus ne peuvent plus voyager sur les plateformes de Meta ?» L'autre chose qui est importante de savoir, qui est peut-être un peu différente du contexte actuel en Europe, le Canada est un immense pays. Le territoire qu'on a à couvrir pour aller parler à nos différentes communautés francophones, c'est un vrai défi. Il y a environ 9 millions de francophones au Canada, dont 1 million qui, on dit en situation minoritaire, donc qui sont enclavés un peu partout dans le reste du Canada. Et nous sommes vraiment, littéralement, entourés d'une mer de contenu anglophone. La majorité des Québécois, des Canadiens francophones sont parfaitement bilingues, ce qui fait en sorte que la quantité de contenu anglophone est beaucoup plus importante que la quantité de contenu francophone. Et le média de service public a un rôle majeur à jouer dans la souveraineté culturelle, dans les contenus informationnels aussi. Et on parlait tout à l'heure de collaboration. J'ai envie de dire qu'on a besoin aussi et de collaborer, mais et d'être généreux avec les autres médias aussi qui sont sur notre territoire. Pour couvrir un aussi grand pays, on ne peut pas le faire seul. On a des moyens que d'autres n'ont pas, mais on doit faire des alliances aussi avec les plus petits médias pour assurer une pluralité des voix et toujours avoir en tête que le fait francophone, le fait français est quelque chose d'extrêmement important pour nos populations. Et quand on voit des chiffres, il y a une étude qui vient de sortir tout dernièrement, et les jeunes en particulier, on se posait des questions. Est-ce qu'ils écoutent encore des podcasts en français, des podcasts canadiens? Et moi, j'ai été agréablement surprise de voir que les plus jeunes générations, à 70%, leur consommation sont des podcasts en français et canadiens. Donc, ça vaut la peine de ne pas baisser les bras et de se dire qu'on est capable aussi d'avoir un rôle extrêmement rassembleur auprès de ces populations-là. Notamment quand vous citez là avec la question des plateformes et cette plateforme unique à Radio-Canada pour essayer de faire migrer une audience, un public à un travail que vous faites en interne et pas dépendre des plateformes. Pour revenir à vous, Jean-Paul Philippot, sur la question aussi d'innovation numérique et éditoriale, vous avez changé un petit peu de stratégie en 2018.
Vous pouvez nous en parler un petit peu rapidement de cette stratégie et là aujourd'hui, quelles leçons et où est-ce que ça n'a pas forcément marché? Alors de manière très 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 synthétique, en 2018, on a changé le mode de lecture de notre organisation. On avait une organisation en silo radio, en silo télé, en silo numérique, qu'on a supprimé au bénéfice d'une centralisation sur nos publics, d'une part, et sur notre production de contenu, d'autre part. Photographie, 80% de nos cadres ont dû changer de position. 95% de nos cadres sont restés dans l'entreprise. Résultat, aujourd'hui, on a augmenté nos parts de marché. Nous sommes largement leaders en termes de contact avec le public, en termes de confiance avec le public, en termes de production de contenu. Ça a été une grosse révolution culturelle. Au cœur de cette révolution, 2 enjeux. Partir de la notion de programme dans le domaine des contenus vers la notion de propriété intellectuelle qui peut se décliner dans différentes formes, d'une part, et d'autre part, au niveau de la technologie, mettre en place une technologie qui est agnostique de la plateforme de distribution, de manière à ce que nous soyons focalisés sur ce que nous devons faire, à savoir produire des contenus massivement dans tous les domaines et les partager avec les publics les plus larges. Alors c'est une révolution culturelle en interne, ça a débuté par une complexification des échanges, mais liée à la nécessité de se parler. Là où hier, on pouvait ne jamais croiser des gens ou des équipes de radio et de télévision pendant une année et la boutique tournait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça nous met aujourd'hui dans une situation où nous pouvons, sur le plan numérique, être beaucoup plus performants. Nous avons une seule plateforme. Elle est leader en Belgique. Elle est numéro 3 quand on se compare avec les grandes plateformes internationales. C'est une plateforme également sur laquelle on peut faire de la recommandation, quelle que soit la nature du contenu. Et on voit que ça nous a permis d'accélérer notre investissement numérique. Quand on regarde en 2018 et 2026, aujourd'hui, eh bien, on a réduit nos investissements en contenu télévisuel. On a stabilisé complètement nos investissements en radio, ce qui est devenu de l'audio aujourd'hui. On a massivement augmenté nos contenus numériques. Est-ce que ça suffit? Non. On est aujourd'hui trop petit. Nous avons un autre défi qui vient devant nous. On a parlé de l'intelligence artificielle. On a parlé de cette distorsion dans la taille. On se renforce et on doit se renforcer en termes d'écosystème, avec le milieu culturel, avec le milieu de l'enseignement, avec le milieu économique également, mais également entre médias publics pour être capable d'être en compétition sur le plan de la qualité de nos plateformes numériques. Donc une stratégie qui parle d'innovation et d'évolution, qui continue comme vous citez là, et aussi des défis encore aujourd'hui. En parlant tout à l'heure de confiance aux médias, on va parler aussi maintenant de la France. C'est un sondage Ipsos sorti en décembre qui révèle que 70% des Français ont une image positive de l'audiovisuel public. Ça veut aussi dire qu'il y a 30% aujourd'hui qui n'en ont pas une image positive de l'audiovisuel public. Sybille Weil, pour répondre un petit peu aussi à un levier de confiance qu'on a vu tout à l'heure dans le baromètre qui était présenté ce matin, on a cité la proximité comme levier éventuel de confiance auprès du service audiovisuel public. Quelle place pour la proximité, le média local dans un service audiovisuel public? Alors, au moment de la deuxième élection de Donald Trump, il y a un sociologue français, Christophe Guilly, qui a dit « cette élection, c'est la revanche de la majorité ordinaire ». Et nous, on s'est dit, en fait, ça fait écho à ce que la France a pu connaître au moment des Gilets jaunes, à d'autres moments ces dernières années. On voit qu'il y a toute une partie des Français qui vivent loin de Paris, qui ne se sentent pas forcément suffisamment visibles dans des médias qui sont nationaux. Et en France, les médias, comme beaucoup d'autres activités, sont très parisiens, très centralisés. Et donc, c'est un vrai défi pour la démocratie de donner le sentiment à tous les citoyens qui sont présents dans les médias et que les médias sont à leur hauteur. Et c'est ce qui nous a fait dire ici à Radio France que paradoxalement, peut-être que la révolution la plus moderne des médias, c'était celle des médias de proximité. On a beaucoup investi de ce fait ces dernières années dans nos radios locales qui ont changé de nom, qui sont devenues le réseau des radios locales ici.
ici Dijon, ici Aix-en-Provence, qui sont 44 présentes sur tout le territoire et qui à la fois permettent de montrer ce qui se passe sur ce territoire-là, de donner une voix à leurs habitants, à leurs activités et de rassembler autour d'un enjeu qui est celui de l'appartenance commune à un lieu de vie, à un bassin de vie ou d'emploi. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est important, comme aussi un des fondements de la cohésion dans le pays. Et pourquoi c'est le service public qui le fait? Parce que soit les médias radio ou télévision reposent sur un modèle économique qui est assis sur la publicité et que c'est difficilement rentable dans la durée d'être sur des zones comme ça qui sont plus limitées et plus petites que le territoire national. Donc sans service public, il n'y aurait pas de réseau de radio implanté comme ça sur l'ensemble des départements en France. Donc s'il n'y a qu'un service public qui peut aboutir à ce service-là, en termes d'information de proximité, dans un moment où c'est sans doute essentiel, il y avait une étude récente qui a été faite qui a montré que non seulement le niveau de confiance dans les médias locaux est extrêmement élevé, c'est le cas dans la presse quotidienne régionale en France, mais aussi que ça s'accompagne d'une plus grande confiance dans la démocratie et que le taux de participation aux élections est plus important pour les citoyens qui consultent des médias locaux parce qu'ils s'intéressent à la vie de leur territoire, à la société. Ils ont un engagement plus important dans leur cité, leur société. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On essaie de le faire de la manière la plus moderne possible, en utilisant toutes les technologies, en faisant des médias qui sont des médias du 21e siècle. Je vais vous donner un exemple. On a développé tout un cycle de grandes thématiques dans lesquelles nos 44 locales, tous les matins, traitent un sujet, utilisent des outils d'IA pour faire remonter instantanément tous les témoignages qu'on a recueillis, tous les reportages, et qui ensuite alimentent une émission où on montre ces différences entre les territoires. Comment sur un problème comme les transports, la santé, par exemple, quelles sont les attentes des Français? Est-ce qu'il y a des différences de perception selon qu'on est breton, selon qu'on habite en Aquitaine? Et donc, c'est une manière aussi de montrer des signaux faibles sur ce qui se passe dans la société. Quelles sont ses attentes? Qu'est-ce qui évolue pour qu'on ne soit plus surpris par un événement comme les Gilets jaunes à un moment donné et qu'on soit beaucoup plus connecté aux Français partout sur le territoire? Ces questions de proximité, ces questions aussi, vous avez mentionné là, de financement, et je pense qu'on voudrait revenir sur ces questions juste après, et notamment avec le paysage en ce moment aussi de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. On va revenir dessus sur cette question. Mais to come over to you, Sila Benke, we've just been talking about the models that are around and what's required for public service broadcasting to exist today and to continue potentially in some areas to flourish. Sweden has just recently concluded its most recent charter for public service broadcasting. What lessons have been learnt from this? You mentioned earlier slightly this question of civil preparedness. Can you perhaps tell us a little bit more? Well, yes, we got a new charter. It's going to be 8 years long. It started as of 1st of January this year. And it works like this in Sweden. For the first time now ever, we have a public service law that was also implemented from the 1st of December last year. And in the law, it stated that the only companies that can call themselves public service media in Sweden needs to be politically, religious, and financially independent. So what does that actually mean? Well, we are owned by a foundation. The foundation appoints a board. On the board, you're not allowed to have any political commitment or connections whatsoever. The board appoints me. I'm running the company together with my management team. My board is not allowed to talk about the content. They're only allowed to talk about long-term strategy and sort of watch out that I do my job. We are very much on an arm's length distance from politics. I have no political connection whatsoever, and I'm not allowed to have any commercial obligations beside my job. So that's one thing that's very kind of, I think, unique for Sweden. It's also stated in the law that everybody needs to pay or have to pay, that we are a common good, so even if you don't use us, you need to pay. We are going to be paid by earmark tax, and the money
can only go to those companies that are under the definition of public service. So you cannot have top slicing and give the money away to something else. And also the charter period needs to be 8 years long, no matter what, even if we change government. So kind of that's the groundwork for our charter, which is new in a sense. Just in the context of the political situation as well in Sweden, however, with the pressure Exactly. from... I mean, this is a charter that has been sort of orchestrated by a conservative government, leaning on a right-wing party. They can't get anything through the parliament without the consent of this right-wing party because they have 20% of the votes in Sweden. And of course, that's been a kind of a slightly different environment than we are used to. But even so, I must admit that the groundwork is good. The tricky thing is, of course, the money, because the less money we get, the less we can do. And we just have finalized the biggest savings package in the history of the company. 160 people had to leave at the end of December, which is basically 10% of the workforce. So we are under huge financial pressure. So when we went into this charter negotiation, we thought that we need to bring forward the role that we are playing when it comes into civil defense. And this was kind of 3 years ago. Because as I said before, we do have a unique position. And that has kind of changed the view a bit on public service in Sweden. We have a commander-in-chief in Sweden who stands on a stage like this saying that if he should be able to win the military war, he also needs us to win the information war in Sweden. And to be able to do that, he says that the most crucial thing is to have a terrestrial radio network that works and is stable, and to have truly independent public service. We are not to be perceived as a state broadcaster, even in a time of crisis or in a time of war. Because if that happens, nobody will listen to him. And he wants to be listened to in the most trusted media outlet, which is ours. Otherwise, there will be such a flourish of disinformation and propaganda. And I think that's quite unique for Sweden, that we have such a strong backing from the military forces. And of course, that kind of also has shaped this charter that we have now. Une situation géopolitique qui finalement a joué presque, entre guillemets, en votre faveur pour renouveler cette licence. J'ai le temps pour une dernière petite question, je pense. On va passer notamment, vous avez parlé aussi de financement et le coût. Et il y en a beaucoup qui se demandent des fois, est-ce que ça coûte trop cher? Ça fait partie des questions pour certains, pas de tous, mais c'est une question qu'on voit dans plusieurs pays. Natacha Mercure, au Canada, cette question doit être soulevée aussi par certains du grand public. Comment défendre l'image du service public et du coût qui est derrière? Mais il faut savoir que pour le moment, dans le G20, le Canada se retrouve à la 18e position pour le coût par habitant. Donc, c'est environ 33 $ par habitant pour financer les services publics. Donc, on se compare... en fait, juste avant, il y a les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, et ensuite, il y a le Canada. C'est sûr que dans ce contexte-là, c'est quand même assez difficile de remplir notre mandat à pleine capacité. Je parlais tantôt du territoire des francophones en milieu minoritaire. Donc, il y a plusieurs choses qu'on doit accomplir avec un montant, somme toute, assez petit par habitant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, ça passe vraiment par un vote à chaque année, en fait, de crédits parlementaires pour le financement. L'an dernier, l'ancienne ministre du Patrimoine, Pascale Saint-Onge, a déposé un livre vert pour la refonte des médias publics. Elle a quitté la politique depuis, mais le ministre Mark Carney est quand même en train de regarder comment les médias publics pourront être financés pour la suite. L'idée, c'est d'ensacher ça dans la loi, donc pour éviter justement que ce soit au gré des différents partis politiques qui sont en place, puisque nous, à chaque fois qu'il y a une élection, on est menacé de coupure. Donc, ça revient constamment aussi dans les enjeux politiques. C'est difficile d'avoir une vue à plus long terme aussi. Donc, quand on essaie de bâtir des plans stratégiques sur 3, sur 5 ans, quand on a des budgets qui sont votés annuellement, c'est quand même assez ardu, en fait, d'imaginer la suite sans savoir non plus le financement qu'on aura. Donc, ces travaux-là sont en cours. Donc, pour le moment, on travaille donc avec l'argent qui nous est alloué annuellement. On sait l'argent qu'on aura pour l'an prochain.
On ne sait pas l'argent qu'on aura pour l'année suivante. Et on essaie d'amener énormément de valeur pour le public. Ultimement, le public va comprendre pourquoi il faut financer les médias publics quand ils vont comprendre la valeur que ça a pour eux. Sybille parlait de proximité tout à l'heure. C'est extrêmement important que chaque Canadien, si on est capable, y compris ceux pour lesquels, qui sont nos détracteurs actuellement, y trouvent leur compte. Parfois, ce sera dans des contenus d'information, bien sûr, mais ça peut être aussi dans des contenus culturels, dans des contenus de divertissement. Donc, cette proximité-là avec le public, je pense que c'est ça la clé pour que les gens comprennent pourquoi ils doivent financer les services publics. Camille, il nous reste moins de 5 minutes. Peut-être, Monsieur Philippot, j'ai l'impression que vous vouliez ajouter quelque chose à cette question. Non. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Vous le savez, Média en scène, c'est aussi de l'interaction. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut apporter assez rapidement à cette demoiselle un micro afin qu'elle pose sa question et qu'on puisse y répondre, parce que c'est la promesse aussi de Média en scène. On vous écoute. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je me demande, n'est-ce pas un peu antinomique pour un média du service public d'utiliser et de faire transiter ces informations par le biais de plateformes privées dont la vocation démocratique n'est pas forcément démontrée, et comment envisager le compromis entre la souveraineté du canal par lequel on fait transiter l'info et l'attractivité, notamment auprès des jeunes publics, pour que l'info soit vue, quoi. Ce qui fait écho à ce que disait Natacha Mercure tout à l'heure sur cette indépendance, souveraineté. Peut-être, Sybille Veil, vous souhaitez réagir sur ce point? Oui, c'est intéressant d'entendre d'autres acteurs parce qu'en fonction des pays, on a aussi eu des réflexions et des stratégies qui parfois étaient différentes ou se complétaient. Et on en parle aussi entre nous. Il y a plusieurs logiques. Une première, c'est que notre objectif, c'est d'être accessible au public. Or, autrefois, quand on avait un monopole de diffusion, qu'il n'y avait que les radios, les télévisions, pas d'autres médias, pas d'autres concurrents, on savait que voilà, notre seule obsession, c'était faire le bon programme parce qu'on savait que ça arriverait aux oreilles du public. Aujourd'hui, tout notre challenge, c'est comment s'assurer, à côté du fait que l'on doit faire des contenus de qualité, des contenus fiables, que nos contenus arrivent bien aux oreilles du public. Alors que les gens passent un temps croissant sur les réseaux, sur les plateformes de streaming. Toutes les études montrent le temps croissant qui est consacré à toutes ces autres formes de consommation de médias. Et donc, nous, on a eu une réflexion à Radio France consistant d'une part à créer la plateforme Radio France, qui est la plateforme où vous retrouvez l'intégralité de nos contenus dans la durée. Vous avez tout sur les 10 dernières années de ce qui a été fait dans cette maison. C'est un catalogue de podcasts. Vous avez 4 millions de contenus qui sont disponibles et accessibles sur cette plateforme. Mais on sait aussi que pour se faire connaître de nouvelles générations de jeunes, si on n'est pas présent, d'une part, pour se faire connaître sur les réseaux, pour qu'ils sachent que France Info existe, que France Culture existe, qu'on a 500 heures d'émissions par semaine de connaissances, qu'on a des enquêtes d'information, il faut qu'on se fasse connaître. Donc en étant sur les réseaux sociaux, et il faut aussi que pour le public qui aime l'audio, aime les contenus audio, parce que comme en Suède, la radio en France est indépendante et on croit beaucoup à l'importance d'un média audio qui soit puissant, eh bien, on est aussi sur cette plateforme-là pour que ceux qui aiment écouter les podcasts nous découvrent et aient ensuite envie d'en connaître plus sur notre plateforme. Donc, on a mis en place une chronologie de l'audio et on a toute une stratégie pour se faire connaître. Mais une fois qu'on nous connaît, si vous voulez avoir l'intégralité de ce que nous faisons, c'est sur notre plateforme. Il y a un enjeu sur lequel on est présent et de la manière la plus généreuse possible, c'est l'information. Parce que notre premier rôle, c'est de lutter contre la désinformation. Donc nos contenus d'information, il n'y a pas de limite de durée pour la présence sur les autres plateformes, sur YouTube, ailleurs, parce qu'on pense que c'est un enjeu démocratique tellement fort que plus on pourra rendre nos contenus présents dans l'ensemble de ces nouvelles plateformes-là, plus ça permettra de contrebalancer avec la prolifération des fausses informations qui existent. Voilà. Je ne sais pas si Jean-Paul, tu veux compléter. Oui. Alors, il nous reste très peu de temps. Il va falloir Écoutez, raccourcir les réponses. alors, Surtout si on veut prendre une autre question. C'est effectivement, on a des stratégies un peu schizophrènes. Il y a un mot que j'adore, c'est un néologisme d'un journaliste américain, Cory Doctorow,
qui qualifie les plateformes de stratégie d'enchitification. On n'est pas là-dedans. On doit donc renforcer d'abord la qualité de nos plateformes. C'est pour ça que je plaide chaque fois que je peux sur de la collaboration entre médias publics. Il nous manque de l'interactivité, il nous manque une place pour les contenus produits par les utilisateurs. On a développé des marques propres aux jeunes. On doit simplifier nos plateformes également. Mais on doit aussi exprimer 2 caractéristiques qui nous distinguent. On protège les données de nos utilisateurs et nos algorithmes sont des algorithmes de découverte. Ça se démontre, ça se mesure. Quand vous rentrez sur YouTube aujourd'hui par un contenu d'information, la probabilité que l'algorithme de YouTube vous propose un deuxième contenu d'information, elle est d'environ 30%. On vous fait sortir de votre bulle. Donc on a, nous, une stratégie qu'on appelle de funnel, c'est-à-dire, comme Sybille le disait, être sur des plateformes pour pouvoir être visible, mais rentrer dans une stratégie pour ramener vers les nôtres. Et donc c'est pour ça que je disais, notre enjeu, il est technologique aujourd'hui, peut-être autant que éditorial. On doit avoir des plateformes dans les standards. C'est le directeur Tim Davis de BBC qui le disait il y a quelques mois. Il estime devoir avoir 1500 développeurs pour pouvoir commencer à être en compétition. Alors nous, ça tombe bien, on est 1700. Il nous resterait 200 personnes pour faire des contenus. On ne sait pas le faire seul. Mais on doit rentrer dans cette notion de souveraineté numérique. Je pense que c'est une question de résilience, mais c'est également une question de respect de la relation qu'on a avec le public. Voilà donc une réponse tout à fait complète et exhaustive. Merci, je suis désolé, le temps est compté. Il y a beaucoup de tables rondes à enchaîner et beaucoup de séquences et surtout beaucoup de public qui déambule dans cette maison de la radio et de la musique. Merci à vous tous. Merci à vous. C'était fort instructif. Merci d'être passé par Média en scène cette année. Désolé pour le timing, hein, mais... Ça va, c'était pas trop frustrant au niveau du... N'hésitez pas si vous en avez le loisir, si vous en avez l'envie, à aller goûter, savourer, déguster les autres propositions qui sont faites dans les couloirs de cette maison de la radio. Je vous invite par exemple, si cela vous intéresse, pour poursuivre un petit peu le débat sur la guerre informationnelle qu'on va ouvrir dans quelques instants, à 11h35 dans le foyer C, en sortant de ce studio à gauche, en traversant la maison de la radio, on va parler de Trump, Donald Trump et les médias. Est-ce une relation manichéenne? N'hésitez pas à aller suivre ces débats. N'hésitez pas non plus à passer par l'Agora au centre de la maison de la radio. C'est très intéressant. On peut là-bas discuter grâce à des masterclass directement avec des professionnels de l'information, des journalistes qui travaillent au quotidien et parler, échanger vraiment. Ils sont très accessibles avec eux sur la façon dont on travaille et dont les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien dans l'exercice de son métier. Et puis c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, de parler un petit peu de ce que l'on peut reprocher aux journalistes. On a vu tout à l'heure que le catalogue était assez grand. Donc ils sont là, ils sont accessibles. C'est la magie, si j'ose dire, du Festival Média en scène. Discuter, échanger avec des professionnels des médias, c'est tout ce que vous pouvez faire toute la journée. On se retrouve dans quelques instants pour une autre table ronde sur la guerre informationnelle. À tout de suite.